Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Mitsui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et nous avons encore le 80% ici de discount pour les 76 personnes restantes concernant les formations thématiques à venir. Ok? Donc, je vous laisse aller voir ça. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, ici, Mitsui. Alors, voilà, je pense que la question m'a été posée, notamment parce que dernièrement, Warren Buffett a révélé qu'il avait acheté un ensemble d'entités ici exerçant dans le négoce au Japon. Ok, donc il y avait Mitsui, Sumitomo, je pense qu'il y a également Mitsubishi. Donc c'est essentiellement ici, voilà, selon la description de Zone Bourse, pour aller rapidement. Donc c'est un groupe diversifié organisé autour de 7 pôles d'activité: distribution de produits chimiques, distribution de produits alimentaires, production de gaz et de produits pétroliers, production de minéraux, fabrication d'équipements, distribution de produits sidérurgiques. Donc c'est un conglomérat, on peut le dire, mais spécialisé dans le négoce. Donc essentiellement, vous savez que le Japon voilà, n'a presque pas de matières premières. Donc généralement, ces grands groupes-là sont chargés d'acheter à l'extérieur pour revendre à l'intérieur afin de pouvoir apprisonner les industries chinoises sur le territoire, les industries japonaises sur le territoire japonais. Ok. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs segments d'activité, etc. So, maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes d'évaluation? Je rappelle ici que les entités en question étaient. L'information concernant les entités en question a été publiée en août 2020. Donc Warren Buffett ne vient pas d'acheter ces entités-là, il les a achetées depuis bien longtemps, sans doute au mois de. Voilà, s'il a publié l'information en août, peut-être qu'il les a achetées aux alentours entre le mois de janvier et le mois de août 2020. Ok, donc ça fait très longtemps. So, quand on regarde cette compagnie, du point de vue revenu, qu'est-ce qu'on observe? Croissance des revenus sur les dernières années. Moi, je fais toujours très attention à la croissance des revenus à partir de 2020. Si je vois un revenu exponentiellement, une croissance exponentielle à partir de 2020, je sais généralement que c'est peut-être dû à la conjoncture. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Croissance des revenus ici, pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Quand on regarde un tout petit peu les acquisitions ici, est-ce que c'est le cas? Non, on n'a pas fait de grandes acquisitions. Ok, je rappelle ici que c'est en milliards comment on appelle ça? C'est le yen, si je ne me trompe pas, la monnaie, c'est, donnez-moi juste un instant, c'est le GPY, c'est quoi encore? Ils appellent ça comment? Le yen. Ok. Donc c'est en milliards de yens. Ok. So, qu'est-ce que ça donne ici en termes de marge brute? Donc la marge brute ici est de combien? C'est bien d'avoir de la croissance, mais est-ce que la marge brute est au moins stable? On constate ici que les marges brutes sont décroissantes. Ok. Donc de 17% à peu près à 10% aujourd'hui. Ok. C'est juste une observation au niveau de la marge brute. Hein. Il faut toujours la comparer avec la marge EBITDA. Parce qu'on peut avoir des marges brutes décroissantes, mais avec des marges EBITDA stables. Est-ce que c'est le cas ici? On constate plutôt que la marge EBITDA, elle est légèrement décroissante, mais elle arrive à se maintenir dans un cas de figure. Elle arrive néanmoins à se maintenir parce qu'ici, on a à peu près de 15% à peu près à, disons, 10%. D'accord? Donc ça fait à peu près 5% de différence. On devrait également à peu près avoir le, la même baisse ici, d'accord? Donc à peu près entre, si on avait 8% ici en moyenne ou 9%, on devrait avoir du 4% ici. Or, ce n'est pas ça. Donc elle arrive à se maintenir ici. OK? Donc voilà, ça reste une observation ici. Donc on a à peu près des marges EBITDA à peu près stables ici. C'est correct. Donc dépendamment de l'activité qu'elle mène ici, c'est du négoce. Donc voilà, généralement, j'achète à un prix, je revends un autre et entre temps, je prends ma marge entre. Je prends ma marge bénéficiaire entre les deux ici et je gère mes coûts de produit, les coûts liés à la logistique. Donc, ensuite, en termes de bénéfices nets, on compare les bénéfices nets et les free cash flow, juste pour voir si les deux parlent le même langage. Encore une fois, il faut également vérifier la comptabilité japonaise, si c'est à peu près la même que celle aux États-Unis ou bien en Europe ici, donc faites attention. Généralement, c'est à peu près la même chose, mais il peut y avoir certaines variations. Donc voilà, je n'ai pas l'habitude d'aller lire les rapports financiers des Japonais parce que voilà, il y a déjà assez à faire en Amérique du Nord. Donc ici, on peut voir que les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. Oui, ils sont généralement ils sont un tout petit peu différents ici aujourd'hui, mais les net income et les free cash flow peuvent être différents peut-être parce que l'entreprise vend à crédit ou bien parce que l'entreprise investit dans son outil de production. D'accord? Donc il y a des raisons derrière. Donc il faut aller regarder les raisons. C'est-à-dire que quand je regarde ça ici, je me pose la question de savoir pourquoi il y a cette différence-là. Donc je sais qu'en lisant les rapports financiers, il faut que j'aille retrouver l'information, il faut que j'aille recoller les morceaux ici. OK? Donc, du point de vue bénéfice net, ici, on a quelque chose d'assez stable. OK? Donc, pour évaluer cette compagnie-ci, il faut normaliser les résultats. Parce que je pense que les résultats actuels sont exceptionnels.
Pourquoi également je pense que les résultats actuels sont exceptionnels? Quand je prends ici Mitsui, ok, ticker symbole ici 8031. Ouais, ils ont les ticker symboles ici en chiffres. D'ailleurs, je me pose la question, je me pose d'ailleurs la question, pourquoi est-ce qu'en Asie, les ticker symboles, c'est plus des chiffres? Je sais pas. En tout cas, ici, vous constatez quoi? Croissance des bénéfices nets entre 2021 et 2023. Et 2020, oui, et mars 2023. On s'attend ici à mars 2024 à des bénéfices nets moins élevés jusqu'en 2026. Moi, je pense qu'on va revenir à une certaine normalisation des revenus. OK? Tant que je ne réponds pas à la question, tant que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une explosion des revenus ici, je ne peux pas penser que ceci va durer. OK? Parce que ça prouve que ça, c'est juste exceptionnel. Elle n'a pas trouvé une nouvelle formule ou je ne sais pas quoi. Donc, je pense qu'il y a il y a un effet prix à ce niveau-ci. Donc, il faut faire très attention. Notamment parce qu'il y avait des pénuries, etc. Voilà. Donc, quand vous avez la possibilité d'augmenter vos prix et les industries n'ont pas le choix que d'acheter à ces prix-là, surtout pour celles qui ont des commandes à honorer, etc. D'accord? Parce que c'est pas, on peut pas fermer une usine aussi facilement. So, en termes d'évaluation, je sais déjà qu'il faut faire attention avec ceci. Donc, je vais normaliser les résultats. Ça veut dire quoi? Je vais prendre la moyenne des bénéfices nets entre 2008 et 2020. D'accord? Je ne pense pas que, quitte à me tromper, quantitativement, je ne pense pas que Mitsui a changé. OK? Alors, qu'est-ce que ça me donne ici? En termes de bénéfices nets, j'observe quoi? Je vais prendre la médiane des bénéfices nets. OK? Simple. Parce que si on prend la médiane des revenus, on prendra la médiane des bénéfices nets. Donc, ça va à peu près rester la même chose. Quand on prend ici la médiane des bénéfices nets sur les 10 dernières années, on a 364 milliards de yens. Sur les 5 dernières années, on a 423 milliards de yens. Je prendrai les 5 dernières années. Donc, le 423 milliards de yens. D'accord? 423. Je mets ici 4, 2, 3. Le marché paye combien de fois les bénéfices pour ce business? Donc, je prends ici le price to earning. Je prends les 12 derniers mois. Je mets la médiane ici. On constate que le marché paye généralement ici 10 fois les bénéfices. Sur une longue période de temps, 8,5 fois les bénéfices. Sur 5 dernières années, c'est 7,5 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, c'est à peu près 7 fois les bénéfices. Donc, le marché a tendance à payer un multiple très peu élevé pour cette compagnie-ci. Notamment, c'est par rapport à la nature de son activité. Okay, légèrement, les conglomérats, c'est pas aussi évident que ça. Donc, il paye généralement 10 fois les bénéfices par là, grand max. Donc, je mettrai 10 fois les bénéfices ici. Et à 10 fois les bénéfices, je ne prends pas en considération la dette. Si on devrait même parler de cette dette-là, elle est à peu près de 3650 milliards de yens. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Actuellement, elle a à peu près la possibilité de reverser à peu près aux alentours de 430 milliards de yens présentement, okay, par rapport aux bénéfices nets actuels. D'accord? 430, où est-ce qu'on a ça? 423 milliards de yens. Donc, techniquement, elle peut repayer la dette ici en moins de 10 ans. Avec 7 ans par là. 7 ans, disons 8 ans. Elle peut repayer la dette ici en 8 ans. Fois 8, juste avec les bénéfices nets. Divisé par 8. Bon, 8, 9, pas de toutes les façons. On va le dire ici en moins de 10 ans. OK? So, en termes d'EBITDA ici, également, il faudrait regarder comment est-ce que la dette ici est étalée dans le temps, d'accord? Quels sont les taux d'intérêt derrière, etc. Donc, ici, on peut également regarder les intérêts sur la dette, d'accord? Par rapport à l'EBITDA, Interest Coverage, donc par rapport à l'EBIT plutôt, Interest Coverage, EBIT, voilà. On constate quoi? Elle peut payer les EBIT ici couvrent 4,7 fois les intérêts sur les dernières années. Sur les 12 derniers mois ici, on est à peu près à 6,1 fois. Donc, en moyenne, c'est 3 fois les intérêts. Donc, ça va, c'est correct. Elle peut s'en sortir. Donc, maintenant, en termes d'EBITDA, dette nette sur EBITDA, ça donne quoi? Dette nette sur EBITDA ici, comme d'habitude, tout en dessous de 5 ici. Ici, vous voyez qu'on a 3,5. Mais n'oubliez pas que l'EBITDA ici est élevé pour la période actuelle en termes de volume. Okay? Donc, en moyenne, ici, elle est aux alentours de 7 fois les EBITDA par là, 7 fois les EBITDA. Donc, s'il faut faire attention ici. Donc, c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle le marché paye généralement des PER, enfin des multiples aussi peu élevés. Parce que quand on se dit vraiment la vérité, quand on est à 8 à 9 fois la dette ici par rapport au free cash flow, c'est quand même un certain niveau assez... Voilà, il faudrait faire attention à ce niveau-là. Mais je pense également qu'elle fonctionne avec beaucoup de dettes. Il faut même aller regarder la nature même de cette dette nette-là. Il faut faire très attention. Il faut regarder la nature même de cette dette nette-là. Okay? Parce que quand on regarde la description de ce business-ci, on constate ici qu'on a quoi autour de cette pôle pharmaceutique. Le groupe développe également des activités de gestion d'actifs immobiliers. OK? On a également ici, je pense qu'on a une partie ici financière. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment un conglomérat. C'est pas... En fait, pour bien l'analyser, il faut faire la somme des parties.
Donc, chacune de ces parties applique un multiple qui est le multiple adéquat par rapport à ce segment-là. Donc, ici, on a que de prendre un gros raccourci. OK? So, ici, on continue. Donc, on va prendre 10 fois les bénéfices. OK? Donc, 10 fois les bénéfices ici, j'aime déjà aller regarder à peu près les actifs tangibles par action, juste pour voir à peu près où est-ce qu'on se situe. On a à peu près 3 995 yens en date d'aujourd'hui. Donc, si vous l'achetez ici, en date d'aujourd'hui, vous achetez presque à la valeur de ces actifs tangibles par action. Donc, voilà, les actifs tangibles par action ici, il faut regarder les actifs tangibles en question, ils sont impactés par quoi? Est-ce qu'il y a plus de dettes, plus d'inventaire? D'accord? C'est important. OK? Quand on regarde ici le price to tangible book value ici, la tendance ici à s'échanger en moyenne à combien de fois le tangible book value? Aux alentours de 0,8 fois les tangible book value. Donc, je vous rappelle que Warren Buffett a dû faire l'acquisition aux alentours de 2026, donc en dessous des tangible book value. D'accord? Donc, son prix d'acquisition est tout simplement magnifique par rapport au prix actuel. Donc, vous ne pouvez pas le comparer. En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça donne ici? On avait le 423 millions ici. D'accord? La moyenne ici des 10 dernières années. Les bénéfices net sur je pense, les 5 dernières années. 423 millions à 10 fois les bénéfices. Ça fait 423 milliards à 10 fois les bénéfices. Ça fait 4 milliards, 4230 milliards, excusez-moi. 4230 milliards, divisé par le nombre d'actions. Ça nous permet ici de vérifier est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue. Il diminue ici. Donc, on a 1 milliard 540 millions d'actions. Donc, ça fait ici 1 milliard divisé par 1,54. Rappelez-vous, ça fait 4230 milliards. Donc, si on a 1 milliard 540, on divise par 1,54, ça donne ici 2746 yens. D'accord? Donc, personnellement, je serais à l'aise à posséder cette compagnie ici à 2746 yens. OK? Donc, faites également attention dans le sens où j'ai payé 10 fois les bénéfices et non 15 fois les bénéfices. Si une entité, au prix actuel, l'entreprise est tellement sous-évaluée qu'elle peut se permettre de racheter des actions ici tous les jours. OK? Donc, est-ce que je peux dire, mais elle est sous-évaluée par rapport aux bénéfices nets actuels, hein, pas les bénéfices nets en moyenne. Et j'ai pris le multiple moyen ici pour ce business-ci. Donc, moi, je dirais, en date d'aujourd'hui, vaut mieux être prudent. C'est un business qui a tendance à se changer aux alentours de ces actifs tangibles par action. Donc, attendez au moins que les actifs tangibles par action reviennent à peu près aux alentours de une fois les actifs tangibles par action, ou bien en dessous de une fois les actifs tangibles par action par là. Tout en sachant que la période actuelle est exceptionnelle. OK? Et si vous lisez les rapports financiers et que vous vous rendez compte que la période actuelle n'est juste pas exceptionnelle, vous pouvez faire les ajustements nécessaires. Moi, dans tous les cas de figure, je resterai prudent à ce niveau-ci. Est-ce que ça veut dire que Warren Buffett a surpayé? Non, pas du tout. Il a eu un terrible... Son prix d'acquisition est tellement bon que ça ne vaut même pas la peine de le mentionner encore à nouveau. OK? So, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter ici? Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le service Top Premium, d'accord? Donc, les soldes en question, enfin, que je dis les soldes, la promotion en question est toujours en cours, donc 80% par rapport aux formations à venir, OK? Donc, sans compter tout ce qui est agrément dans le service Top Premium. Donc, je vous laisse aller voir ça sur la page en question. Donc, n'oubliez pas, si cette compagnie, si vous intéresse, vous lisez les rapports financiers. En termes de dividendes, le dividende ici, il est safe. En réalité, si l'entreprise vous reverse les 423 milliards en moyenne ici, 423 milliards ici en moyenne par rapport à la capitalisation boursière actuelle on est à 7570 milliards à peu près. Ça donne à peu près un rendement ici de 5,58%. J'ai pris la moyenne, hein, je n'ai pas pris ce qu'on me présente ici aujourd'hui. J'ai pris la moyenne. Donc, elle paye 2,98% ici en termes de dividendes. Donc, elle a les moyens de continuer à payer ce dividende-là. OK? Donc, maintenant, si ça vous intéresse, lisez les rapports financiers. Donc, j'ai été prudent ici. OK? Comme je l'ai mentionné ici, je vous ai donné les raisons pour lesquelles j'ai préféré normaliser les résultats. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.